Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque au secret de la matière. Oui, à ce qui fait qu'elle existe sous différentes formes. Solide, liquide, gaz. Exactement. Pourquoi un glaçon est solide, l'eau est liquide et la vapeur, gazeuse. On a tous fait l'expérience, hein, on peut facilement écraser l'air dans une pompe à vélo. Oui, ça se comprime bien. Mais essayer avec de l'eau, ou pire, une pierre, c'est impossible, Ah non, quoi. là ça résiste. Ou alors, cette petite énigme, on mélange 100 millilitres d'eau et 100 millilitres de méthanol. Un alcool, oui. Et hop, surprise, le volume total est moins que 200 millilitres. Alors comment on explique tout ça? Justement, c'est là qu'intervient le modèle moléculaire. C'est ça, la source qu'on explore aujourd'hui, c'est un extrait d'un module de physique qui propose cette clé de lecture. Le fameux modèle moléculaire. C'est un bon programme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est quoi exactement un modèle en sciences? C'est pas juste une maquette, si. Non, c'est plus que ça. L'image que vous donniez est bonne. Dessiner un objet caché juste en le touchant. Ah oui, le dessin basé sur le toucher. Voilà. Le dessin, c'est une représentation, basée sur l'info disponible. Elle est simplifiée, elle n'est pas parfaite, mais elle est utile. Un modèle scientifique, c'est pareil. Une construction intellectuelle, en quelque sorte. C'est ça. Une représentation simplifiée d'un phénomène complexe. Le but, c'est pas d'être la copie conforme de la réalité, mais de l'expliquer, de la rendre compréhensible. Et même de faire des prédictions, parfois. Exactement. Pensez aux modèles météo ou aux reconstitutions de dinosaures. Ah oui, basé sur quelques os. Voilà. Oui. Ce sont des outils pour penser, qui évoluent avec nos découvertes. Le modèle moléculaire, c'est un exemple parfait de ça. D'accord. Et cette idée que la matière est faite de grains, de petits morceaux, elle date pas d'hier, hein? Ah non, pas du tout. Ça nous ramène à la Grèce antique. Démocrite, vers 400 avant Jésus. Démocrite, oui. Il a eu cette intuition incroyable. Si on casse un rocher, encore et encore, à la fin, on doit tomber sur un grain indivisible. L'atomos. L'insécable, quelle idée. Mais elle n'a pas été acceptée tout de suite. Non, loin de là. Aristote, lui, n'y croyait pas du tout. Ah, le grand Aristote. Oui, pour lui, la matière, c'était un mélange continu des 4 éléments. Terre, eau, air, feu. Et on pouvait diviser ça à l'infini. Et son influence a été énorme. Immense. Sa vision a dominé pendant, presque 2000 ans. 2000 ans. Incroyable. Il a fallu attendre qui, alors, pour que l'idée de Démocrite revienne? Le vrai tournant, c'est beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle, avec Lavoisier. Lavoisier, le père de la chimie moderne. C'est ça. Avec ses expériences sur l'eau, il a montré qu'elle n'était pas un élément simple, mais un composé. Ça a commencé à fissurer la vision d'Aristote. D'accord. Et après Lavoisier? Après, début 19e, il y a John Dalton, un Anglais. Lui, il a vraiment redonné vie à l'atome, mais sur des bases expérimentales. Comment ça? Il a étudié comment les substances se combinent, toujours dans les mêmes proportions. Et il s'est dit, ça s'explique bien si chaque élément est fait de grains identiques, avec une masse spécifique. Ah, l'idée des atomes avec des masses différentes. Exactement. Mais bon, le modèle n'était pas encore complet. Il a continué à évoluer. Oui, bien sûr, la science, ça avance pas à pas. Il y a eu Avogadro, un Italien. Avogadro, oui, le nombre d'Avogadro. Justement, il a fait la différence clé entre atome et molécule. La molécule, c'est l'assemblage d'atomes qui forment une substance, comme H2O pour l'eau. D'accord, atome pour l'élément, molécule pour la substance. C'est ça. Et il a eu cette hypothèse géniale. Des volumes égaux de Gall différents, même conditions, même nombre de molécules. Une idée cruciale, mais encore théorique à l'époque. Oui, ça restait une hypothèse forte, mais il manquait la preuve directe, la preuve visible en quelque sorte. Et qui a apporté cette preuve? Ça, c'est venu plus tard, début XXe siècle, notamment avec un Français, Jean-Baptiste Perrin. Ah, Perrin, Oui, grâce à ses travaux sur le mouvement brownien. le mouvement désordonné des petites particules. Exactement. Il a réussi non seulement à prouver que les molécules existent, mais il a même pu estimer leur taille et leur nombre. C'était la confirmation éclatante. Incroyable! Le modèle moléculaire était enfin validé. Voilà. La matière est bien granulaire au niveau microscopique. Super histoire. Alors, revenons à cette molécule. C'est quoi, du coup, la définition dans ce modèle? Prenons l'eau, H2O. Imagine, tu prends une goutte d'eau, tu la divises, encore. Tu arrives à un moment où tu as la plus petite partie qui est encore de l'eau, avec ses propriétés chimiques. Le plus petit grain d'eau possible. C'est ça. Si tu essayes de couper encore, tu casses la molécule elle-même. Tu obtiens de l'hydrogène et de l'oxygène séparés. Ce n'est plus de l'eau.
Cette plus petite unité d'eau, c'est la molécule d'eau. Et c'est ça qu'on appelle insécable dans ce contexte. Indivisible sans changer de nature. Exactement. C'est la brique élémentaire de la substance. Et ces briques, elles sont minuscules, c'est ça. Ah oui, incroyablement petite. Invisibles à l'œil nu et même au microscope optique. On a une idée de l'échelle? La source donne un chiffre qui donne le vertige. Dans une goutte de 5 mm3, c'est tout petit, hein, il y aurait 1,7 fois 10 puissance 21 molécules. Attendez. 1 suivi de 21 zéros. C'est ça. 1000 milliards de molécules dans une petite goutte. C'est inimaginable. Une foule pareille dans si peu d'espace. Et elles sont toutes pareilles, ces molécules d'eau. Oui, c'est un point clé du modèle. Pour une substance pure donnée, comme l'eau, toutes ces molécules sont identiques. Même forme, même taille, même masse. Mais différentes des molécules d'une autre substance, comme l'huile. Ah oui, complètement. Une molécule d'eau n'est pas une molécule d'huile ou de sucre. Chacune a sa propre identité. Et entre ces molécules, qu'est-ce qu'il y a? De l'air? Autre chose? Rien. Du vide. C'est ça qui est contre-intuitif. Du vide, vraiment. Oui. À notre échelle, tout semble plein. Mais au niveau moléculaire, la matière est surtout constituée de vide. Les molécules occupent un certain espace, mais entre elles, c'est le néant. D'accord. Et pour se les représenter, on utilise souvent des billes, des sphères. Oui, c'est une simplification pratique. Ça aide à visualiser comment elles peuvent s'agencer, glisser. Surtout pour les liquides et les gaz. Bon, alors on a nos briques, les molécules, petites, identiques pour une substance, séparées par du vide. Comment ça explique les 3 états? Commençons par les solides. Un glaçon, un caillou. Oui, les solides, sans ça. Forme propre, volume propre, rigide, incompressible. Comment le modèle explique ça? Avec nos billes? Alors, pour un solide, imagine ces billes, ces molécules, très très proches les unes des autres. C'est l'état compact. Collées presque. C'est ça. Et pas seulement proches, mais aussi ordonnées, bien rangées, souvent en structure régulière, comme un cristal. Un empilement parfait. Voilà. Ensuite, elles sont fortement liées. Imagine des ressorts très forts qui les tiennent ensemble. Des liaisons solides, quoi. Très solides. Du coup, elles sont quasiment immobiles. Elles ne peuvent pas bouger de leur place. Juste vibrer un peu. Ah, elles vibrent seulement. Oui, une petite agitation thermique sur place, mais pas de déplacement. Et c'est tout ça, proximité, ordre, liaison forte, immobilité, qui explique la rigidité et la forme propre. Exactement. La structure est fixe. Et l'incompressibilité, comme elles sont déjà serrées au maximum, t'as plus de place pour les rapprocher encore. Logique. Très clair pour les solides. Passons aux liquides. L'eau, l'huile, eux, ils coulent. Oui, pas de forme propre. Ils prennent la forme du récipient, mais ils ont un volume bien défini. Et ils sont quasi incompressibles aussi, comme les solides. Bizarre, non? Pas tant que ça si on regarde le modèle. Pour un liquide, les molécules sont toujours très proches, l'état est toujours compact. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'ils sont incompressibles alors? Parce qu'elles sont déjà serrées? Exactement. Pas beaucoup plus de place pour serrer. La grosse différence avec le solide, c'est l'ordre. Il n'y en a plus. C'est ça. C'est désordonné. Imagine un sac de billes qu'on a secoué. Elles sont proches, mais en vrac. D'accord. Et les liaisons? Toujours aussi fortes? Non, elles sont plus faibles, moins rigides que dans le solide. Elles existent, mais elles permettent aux molécules de bouger. De bouger comment? Eh bien, de glisser les unes sur les autres, comme les billes dans un sac. Elles restent en contact, mais elles ne sont plus prisonnières d'une position fixe. Ah, d'accord. C'est ce glissement qui fait que ça coule et que ça prend la forme du récipient? Tout à fait. Mobile, mais toujours groupées. Et notre histoire d'eau et de méthanol qui donne moins de 200 millilitres, le modèle peut l'expliquer? Il donne une piste, oui. Les molécules d'eau et de méthanol n'ont pas la même taille. L'eau, H2O, est plus petite que le méthanol, CH3OH. D'accord. Alors quand tu les mélanges, les petites molécules d'eau peuvent peut-être se faufiler dans les petits espaces vides qui existent entre les plus grosses molécules de méthanol, même si l'état est compact. Comme des cerises entre des pamplemousses. C'est un peu l'idée, oui. L'ensemble prend moins de place que si on additionnait juste les volumes. En plus, il peut y avoir des attractions spécifiques entre eau et méthanol qui les rapprochent encore un peu. Malin. Ça montre que le modèle, même simple, a du pouvoir explicatif. Bon, il nous reste les gaz. Ah, les gaz. L'air, la vapeur, eux, c'est le contraire. Pas de forme propre, pas de volume propre, ils occupent tout l'espace. Et surtout très compressibles, la pompe à vélo. Alors là, l'image moléculaire change du tout au tout. Pour un gaz, les molécules sont très éloignées les unes des autres. Énormément d'espace entre elles. C'est l'état dispersé. Exactement. Et entre elles, principalement, du vide, beaucoup de vide.
Et l'ordre? Totalement désordonnée. Elle bouge n'importe comment, Et les liaisons? quasiment inexistantes, ou en tout cas négligeables. Elles sont libres, Libres et agitées, très agitées? elles sont en mouvement constant, rapide, aléatoire. Elles filent dans tous les sens, se cognent entre elles, cognent les parois, un vrai chaos microscopique. Comme des boules de billard survoltées. C'est une bonne image, oui, Et c'est ce grand vide entre elles qui explique la compressibilité? précisément. Quand tu comprimes de l'air, tu ne fais que réduire cet énorme espace vide. Tu forces les molécules à se rapprocher, mais tu ne les déformes pas, elles. Ah, d'accord, on réduit juste les distances intermoléculaires. Et c'est ça. Et comme l'espace initial est grand, on peut beaucoup réduire le volume. Et pourquoi ils occupent tout l'espace? À cause de cette agitation folle et de l'absence de lien, elles bougent tellement qu'elles finissent par se répartir partout où elles peuvent aller, comme l'odeur d'un parfum qui se diffuse dans une pièce. C'est limpide. Donc, si on récapitule, pour une même substance, disons l'eau, que ce soit glace, eau liquide ou vapeur, la molécule H2O, la brique, elle, reste la même. Absolument identique, c'est fondamental. Ce qui change, c'est l'organisation et le comportement de toutes ces molécules ensemble. C'est le collectif qui change. C'est ça. Les différences clés, si on résume avec le modèle, c'est L'espacement, oui, très proche, compact pour solide et liquide, très espacé, dispersé pour le gaz, l'ordre, ordonné pour le solide, désordonné pour liquide et gaz, les liaisons, forte pour le solide, faible pour le liquide, quasi nulle pour le gaz. et enfin, l'agitation ou le mouvement. Immobile pour le solide, mobile, glissement, pour le liquide, et très agité, mouvement libre et rapide pour le gaz. Et c'est la combinaison de ces 4 aspects microscopiques qui détermine tout ce qu'on voit à notre échelle. La rigidité, la fluidité, la compressibilité. C'est là qu'on voit la puissance du modèle, non? Faire le lien entre l'invisible et le visible. Exactement. Il donne du sens à nos observations quotidiennes en proposant une image de ce qui se passe à une échelle inaccessible. C'est fascinant. On est parti des Grecs pour arriver à ces petites billes qui bougent. C'est une belle illustration de la construction de la connaissance scientifique. Brique par brique. Ou plutôt molécule par molécule. Joli, Ça montre bien comment on avance, avec des idées, des expériences, des modèles qui s'affinent. tout à fait. Et chaque compréhension ouvre de nouvelles questions. Justement, pour finir, une dernière question, une petite chose à méditer. Avec plaisir. On a dit solide égale compact et ordonné. C'est l'image du cristal parfait, du métal. Mais pense au sable. Ou au sucre en poudre. Oui, ce sont des solides. On peut les prendre. Mais il coule un peu. Voilà. Ils sont solides à notre échelle, mais ils se comportent différemment d'un bloc de métal. Ils n'ont pas cette cohésion. Comment notre modèle de billes bien rangé et lié explique ça? Bonne question. Est-ce que le modèle est trop simple pour ces cas-là? Ou est-ce qu'il faut le regarder différemment? Est-ce juste une question d'agrégation de plein de petits cristaux? Ou y a-t-il autre chose au niveau des interactions entre les grains? Ça montre qu'un modèle, même très utile, a ses limites ou demande à être adapté pour décrire toute la richesse du réel. Matière à réflexion, effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.